on a ce côté entrepreneur dans l'âme et on veut entreprendre utile. Bon, à un moment, faut y aller. Et il y a cette conviction que on a notre pierre à l'édifice à apporter dans ce grand défi qui est l'enjeu climat du 21e siècle. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, si on devait recouvrir la planète Terre d'arbres et de forêts, ça ne suffirait pas à séquestrer Tout ce qu'on produit. tout ce qu'on produit. Nous, chez Coterie, notre sujet, c'est de restaurer, préserver et améliorer des écosystèmes forestiers. Nous, on est une entreprise à impact. On veut qu'il y ait un modèle économique parce qu'on veut assurer notre durabilité sur le long terme. Parole publique. Le bon sens, c'est de dire qu'on agit pour les générations futures. Absolument. Donc, on a ce devoir de transmission. Mais quand on parle de transmission, on parle souvent de transmission de patrimoine. Mais qu'est-ce que le patrimoine ? Le patrimoine, c'est quoi ? C'est la culture. Le patrimoine, c'est le vivant. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole publique. Nouveau récit. Ok, t'es sur le port de Brest là. Exactement. Port de Brest, Ouais, quai de la vue sur douane. mer. Avec vue sur mer, important puisque l'aventure Écoterie est née en Bretagne, puis inspirant aussi puisque au fil des années, donc on intervient avant tout sur les écosystèmes forestiers, donc terrestres, mais on développe aussi des projets de biodiversité sur la mer et les océans. Donc voilà, c'est une façon de réconcilier ou d'associer les problématiques terre et mer sur les sujets environnementaux finalement. Ouais. Voilà. J'ai discuté justement en fait avec ton directeur commercial qui Oui, s'appelle Benoît. Et j'ai appris ça effectivement en fait, c'est que vous ne faites pas que de la terre, mais vous vous occupez aussi en fait de la biodiversité marine. Exactement. C'est fou ça. Mais du coup, c'est quoi ? C'est la face cachée des coteries. C'est pas la face cachée puisque nous chez Coterie, notre sujet c'est de restaurer, préserver et améliorer des écosystèmes forestiers. On est né à partir de la forêt. On a toujours eu à cœur de prendre en compte la biodiversité. Donc, on monte beaucoup de projets de biodiversité. Et forcément, la biodiversité, elle concerne aussi les écosystèmes marins. Ouais, donc, c'est comme ça qu'on a lancé quelques projets en faveur de la biodiversité marine. Voilà. D'accord, ok. Bon, on va en parler en fait tout au long de ce podcast. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment très très content de t'interviewer. Alors, c'est pas vraiment que j'ai préparé parce que comme je te le disais là en off, le truc c'est que j'aime bien que les conversations soient quand même plutôt un petit peu authentiques, spontanées, qu'on puisse digresser, qu'on puisse vraiment en fait aborder des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé. Mais en tout cas, je me suis arrêté à un moment en me disant, c'est vrai en fait que l'arbre, qui est le sujet dont vous vous occupez à Écoterie, et tu vas nous expliquer vraiment ce qu'est Écoterie. Mmh. L'arbre, en vérité, est un être vivant exceptionnel, incroyable. On parle de la forêt, on parle des bois, mais à voir un arbre, à voir ses branches, à voir ses feuilles, à voir l'écosystème dans lequel en fait il est comme nous, en fait, être humain, dans un groupe en société. Je me suis dit finalement que individuellement on s'occupait pas suffisamment des arbres. Alors c'est quoi le point de départ des coteries ? Le point de départ des coteries, c'est le sujet de la forêt, et c'est de réfléchir à trouver des solutions qui facilitent la préservation, la gestion durable ou même l'amélioration, la création de forêts en France. Ouais, mais vous n'êtes pas levé un matin et tu vas nous expliquer avec qui tu l'as fait en te disant moi en fait j'ai envie de contribuer à gérer plus durablement les forêts françaises. Et c'est comment en fait vous vous êtes dit en plus parce que je pense qu'on va pouvoir aussi parler de tous ces sujets sur qui est responsable des forêts françaises. Justement, on en parlait aussi encore une fois en off sur cette culture de l'arbre, de la gestion de la forêt qui est quand même relativement ancestrale en France. Mais c'était quoi la motivation ? Voilà, c'était quoi vraiment en fait le truc, le moment, le momentum où Écoterie est né ? Il est né de cette réflexion déjà d'envie d'entreprendre utile. Mmh. Directement, le sujet de la forêt déjà nous fascinait, mais on voulait agir pour le sujet de la forêt. Donc, c'est aussi en discutant avec Vianney, qui est forestier, de comprendre, parce que moi, à la base, je viens pas de cet univers de la forêt. Je connaissais un peu la forêt, mais j'ai pas une formation de forestier. Voilà. En famille. J'ai un grand-père qui m'a fait aimer la forêt parce qu'il vivait
en ruralité, donc Ouais. voilà. Donc moi, je suis monté dedans en disant, la forêt, ça me fascine. Je suis pas expert, et donc du coup, de se nourrir justement de forestiers dont c'est le métier, qui savent comment fonctionne un écosystème forestier, comment se gère une forêt, et de dire, en fait, on avait ce souci de vouloir entreprendre utile, de vouloir entreprendre en ayant de l'impact sur le sujet de la forêt française. Voilà, sur le sujet de la forêt. Et donc, en travaillant là-dessus, on s'est dit, quand même, au XXIe siècle, on va dire, à chaque problématique, il y a forcément des solutions. Voilà. Et donc, c'est en réfléchissant collectivement Ouais. que on s'est dit, voilà, on voit que la forêt française, elle a cette particularité, elle est morcelée, parfois elle manque de financement, parfois elle manque de savoir humain pour les gérer. Ouais. Comment, à l'heure où le numérique se développe beaucoup, où on voit apparaître des nouvelles façons de participer ou de contribuer à des projets, comment on peut apporter notre petite pierre à l'édifice dans cette voie-là. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à cette approche de se dire on veut que tout le monde puisse participer. C'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, ça va être une solution universelle où des particuliers comme des entreprises peuvent participer, peuvent contribuer à ces projets-là à la hauteur de leurs moyens, de leurs envies et autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé cette approche à l'unité au départ, à Ouais. l'unité, c'est-à-dire à l'arbre, ce que tu évoquais tout à l'heure, on parle des bois, des forêts, où on permet, par exemple, à un particulier de se porter acquéreur d'un arbre qui va être planté et géré durablement dans une forêt écoterie qui est gérée par l'équipe écoterie, où chez Ouais. écoterie, on a des forestiers et des personnes expertes aussi en Ouais. biodiversité. Je pense qu'on va y venir justement, mais pour revenir sur le constat, quand tu prends je sais pas, en fait, le TGV ou la voiture, Oui, que tu es sur l'autoroute, ouais. que tu vois en fait Le paysage. le paysage, hein, voilà. Non, mais déjà, c'est un truc, moi, je trouve incroyable. Et puis un paysage qui est vraiment très différent en fonction des régions Ah bien françaises. sûr. Et puis parfois des paysages où tu as des plaines, des champs, euh, voilà, en fait, à tire-larigot. Et on prend conscience aussi, tu sais, que finalement les champs, c'est aussi en fait quelque chose qui a été façonné par l'homme au détriment de la forêt. Et qu'on commence peut-être aussi en fait à y revenir, à reboiser, la forêt. En fait, est-ce que la forêt aujourd'hui gagne un peu plus du terrain dans le cœur des Français, des Françaises, des Alors, particuliers? Comment ça se passe? Comment en fait ce paysage français en fait se reconfigure aujourd'hui et où Écoterie a envie d'avoir une influence? alors, ce qui est sûr, c'est que l'arbre et la forêt, de manière générale, ça passionne et ça intéresse tout le monde. Parce que d'une part, je n'ai jamais rencontré personne qui dit j'aime pas les arbres. Ouais, Donc, c'est déjà aussi un sujet où il y a un dénominateur commun, parce que les gens sont très réceptifs à la question de l'arbre et de la forêt. Donc, c'est un sujet qui intéresse, qui passionne, c'est beau, et que chacun a une relation particulière avec un paysage, une forêt ou un arbre. Ça peut être un souvenir d'enfance d'une cabane, ou ce que tu évoquais lors de voyages, où tu vois ces paysages défiler avec cette nature vivante qui prend des formes différentes. Voilà, c'est cette richesse de territoire qu'on peut avoir. Donc, ce qui est sûr, c'est que le sujet de la forêt intéresse, on va dire, le corps social. Donc après, il y a des sujets sur la relation qu'ils ont par rapport à la question de la forêt, puisque ouais, on voit que dans la forêt, il y a ceux qui sont les sylviculteurs, les forestiers, et puis de l'autre côté, il y a les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, et on va dire après, il y a les usagers de cette forêt. ouais, Et donc, on voit bien aujourd'hui la grande question autour de la forêt de manière générale, c'est comment trouver des objectifs communs entre ces propriétaires, ces forestiers ceux qui entretiennent et gèrent ces forêts et ces usagers. Voilà. mm, Sachant que l'usager n'est pas forcément un expert. ouais, Mais aujourd'hui, on vit une mode où on l'a vu avec le Covid, tout le monde veut prendre la parole et tout le monde s'autoproclame expert sur plein de sujets. ouais, c'est Donc, clair. c'est assez fascinant. Donc, il faut réconcilier les usages. Donc, du coup, c'est aussi cette capacité à se concerter sur de quel type de forêt on a besoin, qu'est-ce qu'on Mm, veut pour le paysage, qu'est-ce qu'on veut pour l'environnement, qu'est-ce qu'on veut pour la biodiversité, qu'est-ce qu'on veut dans ce défi climatique en termes de matériaux renouvelables, durables. La ressource bois en est une. ouais, Comment cette ressource bois qui est à proximité, on arrive à la transformer aussi pour des besoins humains, ouais, tout en la préservant, cette nature, puisque quand on gère durablement de la ressource, justement, durablement, on préserve et on maintient des écosystèmes.
Donc, toutes ces questions-là, forcément, intéressent différentes parties prenantes qui sont concernées de près ou de loin par la forêt. Voilà. Et est-ce que tu crois que... c'est un peu mon sentiment. Et comme tu es le professionnel de la forêt, je te pose la question. Moi, en fait, j'ai un peu l'impression que pendant un temps, on s'est désinvesti et désintéressé de la forêt et que justement, l'arbre emmerdait les gens. Parce que quand je te parlais aussi des paysages, c'est l'arbre ou les bois emmerdent l'agriculteur parce qu'il a envie de d'étendre sa surface agricole. Ou alors l'arbre qui emmerde le propriétaire terrien qui a envie de dégager sa vue pour avoir en fait un panorama plus joli. Ou alors le promoteur immobilier qui voit sa percée, il y a des arbres. Écoutez, mais je peux pas construire s'il y a des arbres. Donc, j'ai coupé tout ça et de s'apercevoir qu'au final, en fait, l'arbre, au-delà d'être l'organisme vivant dont je parlais au début, est aussi en fait un organisme utile. Tu vois, qu'on se dit, peut-être qu'il faudrait peut-être revenir. Et puis forcément, ça a souvent été matérialisé par le débat sur la déforestation, déforestation pour l'huile de palme, déforestation en Amazonie, etc. Donc aujourd'hui, comment cet arbre commence à regagner ses titres de noblesse? Alors, ce qui est très intéressant, parce que je décortique et je bois comme du petit lait là tout ce que tu viens de dire, parce que par exemple, là, tu parlais du monde agricole. En fait, après, il y a une explication sur le fait que malheureusement, à une époque, on a retiré des arbres de ces champs agricoles, entre guillemets, de ces haies, ces bosquets qui abritaient et accueillaient énormément de biodiversité. Bon, on était dans un contexte mondial d'après-guerre où le sujet fallait nourrir des populations, où maintenant on se rend compte des erreurs du passé, mais il fallait nourrir une population après-guerre. Il fallait ce sujet de voir comment on peut automatiser, industrialiser l'agriculture. Ouais. Et forcément, donc c'est là où on y voit les répercussions et on peut faire un bilan aujourd'hui de cette politique-là agricole et de cette perte de biodiversité aussi qu'on a vue, puisque du coup, maintenant, on voit qu'il y a eu un appauvrissement global de la biodiversité, des sols, où du coup, il faut des plus grandes surfaces pour assurer un rendement équivalent et en plus stimuler tout ça avec des intrants. Aujourd'hui, on voit qu'on revient, en tout cas dans le monde agricule. Je suis pas du tout. Est-ce que tu peux je suis pas du tout expert. Juste, expliquer ce qu'est les intrants, c'est les engrais en fait. En gros, voilà, c'est les intrants, c'est On a appauvri la terre et il faut remplacer un peu tout ça. Ouais, faut enrichir. Voilà. Et donc en fait, cette explication, elle est là. Aujourd'hui, on voit qu'on a pris conscience de tout ça et qu'on réintroduit là petit à petit. En fait, en tout cas, il y a des mouvements, il y a des associations, il y a des agriculteurs. Bref, il y a des démarches qui sont entreprises pour remettre des bosquets, des haies, réintroduire cette biodiversité. Alors, bien sûr, on change les modèles aussi, l'agroforesterie. L'agroforesterie, qui est une pratique très vertueuse. On voit qu'il y a aussi des acteurs qui émergent pour aider le monde agricole à être en transition. Voilà. Donc, il y a des choses qui se passent. Tout ça, ça va prendre du temps. C'est l'échelle du temps de la nature. Voilà. Donc, ce qui est vrai, c'est que tu évoquais la partie agricole. La partie, on va dire, du propriétaire en général qui cherche à déboiser. Alors oui, il y en a très certainement, mais je pense que la marge peut-être. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, plus le sujet, c'est les gens sont contents d'avoir des arbres et ils ne cherchent pas à s'en séparer parce que paysagèrement, c'est beau. Après, sur les sujets de la construction, c'est le problème aussi. Le problème, la question, c'est nous humains avec une population qui a dépassé les 7 milliards. Cette problématique du logement, qui est aussi une problématique sociale et sociétale, comment on l'adresse en prenant en compte la dimension environnementale, parce qu'on a souvent siloté ces aspects-là, alors qu'en fait, même si elles sont distinctes, elles sont unies. On voit qu'on peut agir pour l'environnement tout en favorisant des actions sociales et sociétales, et il faut justement assurer la cohésion entre et c'est possible, mais on voit que c'est complexe. Donc, c'est sûr que y a ce sujet d'actualité. Aujourd'hui, on parle du zéro artificialisation nette. On parle dans le secteur, on va dire, global du bâtiment, de la construction, de la promotion. Comme tout acteur, ils doivent opérer à des trajectoires climat qui doivent répondre aux défis qu'on a et qu'on connaît, puisqu'on a des rapports du GIEC, on a l'IPBES,
euh, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, Mmh. on voit cet effondrement de la biodiversité qu'on vit. Donc, Ouais. on a ces défis, qui sont des défis quotidiens et qui doivent nous amener, idéalement, en 2050, à une trajectoire, en tout cas d'un point de vue climat, où on se souhaite de ne pas dépasser le 1,5 degré ou 2 degrés. Voilà. Ouais. Et ce qui signifie, en fait, individuellement, ne pas consommer plus de 2 tonnes De de carbone annuellement. annuellement, Ouais, exactement. ouais. Ouais, on en avait parlé justement en fait avec Jacques Barrault, qui a été l'un des invités de ce podcast. Ça a été passionnant parce qu'on a pu évoquer avec lui justement les limites planétaires, etc. Et puis, il y a une association qui s'appelle l'Atelier de tonnes et qui fait de la formation sur le sujet et qui montre qu'en vérité, 2 tonnes en 2050, hormis choisir des pistes et faire des choix extrêmement radicaux, Oui, mais bien en sûr. fait, on n'y arrive pas. Tu vois. Donc, il faut tendre à ces 2 tonnes. C'est la trajectoire qui va aussi beaucoup compter, mais c'est vrai qu'on est assez tous pessimistes sur le fait d'atteindre cet objectif. Il y a beaucoup de pessimisme sur le sujet du Ouais. climat. C'est vrai qu'il faut être avant tout réaliste. On voit que la question du climat, elle est tout aussi complexe que clivante. Elle est planétaire, donc c'est-à-dire que comme c'est un sujet planétaire, il faut arriver à embarquer sur ce sujet tout le monde. Et en fait, on voit que le tout le monde, ça veut dire les individus comme les organisations. Ouais. Et donc, c'est-à-dire, en gros, il y a chacun. Il faut ni déresponsabiliser d'ailleurs les organisations, ni les Exactement. particuliers. Et puis, il faut sortir aussi de ce pointage du doigt où le particulier va dire oui, mais l'organisation ou les entreprises ne font pas, donc moi, je fais pas. Ouais. Vice-versa. Bref, où on se pointe du doigt sur les actions ou inactions des autres. On sait tous qu'il faut être que chacun a à faire sa part, hein, un peu comme ce que disait Pierre Rabhi, mais bien au-delà du principe du colibri, c'est chacun, concrètement, individuellement comme collectivement, on doit remplir des objectifs climat. Voilà. Non, on a tous notre part à remplir pour y arriver. On a tous notre part à remplir. Aujourd'hui, on voit que elle peut se faire de façon volontaire pour les personnes qui ont pris conscience et qui ont aussi les outils pour opérer à cette transition. Et on voit bien que demain, elle sera peut-être beaucoup plus réglementaire, tel que c'est le cas. Donc, quand je dis réglementaire, il y a le côté législateur, qui met des lois ou autre. Et en fait, elle sera plus que réglementaire. C'est que demain, sur une planète Terre à plus de 2 degrés, on va vivre des moments où il y a pas très agréable, où il y aura des sujets de survie, à tels endroits du globe, quels impacts ces hausses de température vont avoir, avec des phénomènes des aléas naturels. Ouais. Donc, en fait, il y a ce qu'on peut faire volontairement dès à présent et avancer et plutôt être optimiste en se disant il est trop tard d'être pessimiste. Autant y aller à fond, faire bien, se former, comprendre ce qui se passe, les clés et comment on peut arriver à 2 tonnes. Mais entre rien faire et se mettre en mouvement pour faire, moi, je suis plutôt dans la logique d'être dans l'avancée. Ouais. Voilà. Après, on a un devoir aussi, je pense, moral, puisque dans cette logique du développement durable, finalement, qu'on touche du doigt, qu'on appréhende, et le bon sens, c'est de dire qu'on agit pour les générations futures. Absolument. Donc, on a ce devoir de transmission. Mais quand on parle de transmission, on parle souvent de transmission de patrimoine. Mais qu'est-ce que le patrimoine ? Le patrimoine, c'est quoi ? C'est la culture. Le patrimoine, c'est le vivant. Le patrimoine, c'est voilà, c'est plein de choses. Donc, on a ce devoir de transmission. Et c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience qui est assez. On est en retard, nous en Occident et en France, sur la prise de conscience, je trouve, parce que on en prend conscience une fois que ça nous impacte. Parce que les réfugiés climatiques, ça fait quand même un bon paquet de temps qu'on en parle. Les migrations aujourd'hui en Europe que l'on connaît au-delà des guerres, c'est aussi en fait à cause du réchauffement climatique. Moi, là, l'exemple en fait que j'ai envie de donner aussi sur la manière dont on peut matérialiser ce réchauffement climatique ou ces bouleversements environnementaux que l'on peut connaître en Bretagne d'ailleurs. Tu sais, sur le trait de côte, forcément, les mers montent, les falaises s'érodent, donc le trait de côte augmente. Et à Pléneuve-Valandré, par exemple, il y a un superbe golfe avec un superbe trou. Tu es à peut-être 40 mètres sur un éperon rocheux pour envoyer ta belle sur un fairway qui est au niveau zéro de la mer. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'avec toute cette histoire, ce trou-là serait amené à disparaître parce que la mer monterait suffisamment pour que
la digue, parce qu'en fait, il n'y en a pas, et viennent raboter le fairway. Ah oui, ça emmerde tout le monde, en fait. Bon, mais là, on parle d'un trou dans un golf, avec un impact concret visible en Bretagne, en France. Mais on a commencé à se matérialiser, à se dire, il faudrait peut-être vraiment y aller cette fois-ci. Les médias ont commencé à en parler aussi beaucoup plus. Après qu'il y ait eu, là, pour le coup, des sujets quand même beaucoup plus graves sur les sécheresses, sur les feux de forêt, notamment en Lande, qui ont quand même traumatisé une bonne partie de la population. Peut-être que ça d'ailleurs était en fait un levier d'action supplémentaire pour sensibiliser les organisations et les individus sur la mission d'écoterie. Moi, la question en fait que j'ai envie de poser, c'est il est jamais trop tard. Est-ce que on n'est pas en retard? Alors, il est jamais trop tard. Ça, c'est une certitude. Alors, sur beaucoup de sujets, on a pris du retard, mais je suis convaincu que le retard, ça se rattrape. Voilà. Ouais. Mais il faut être dans cette disposition de se dire, il faut le rattraper. Et il faut utiliser les bons outils, avoir la bonne méthode, avoir la bonne approche et éviter de se défausser de ce sujet ou d'être dans le déni de ce qui se passe. Et donc, Écoterie, finalement, permet à tout le monde d'avoir un levier pour agir. Alors, sachant que on n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Une grande boîte à outils. Ouais. Parce que nous, notre spécialité, notre cœur de métier, notre expertise, c'est d'agir sur des écosystèmes forestiers et de traiter aussi le sujet de la biodiversité. Voilà. Mais on voit bien que sur le sujet, on va dire, environnemental, défi climatique, il y a plein d'outils qui existent et qu'il faut... et c'est concomitant, en fait. C'est concomitant, c'est-à-dire qu'il faut agir sur son empreinte carbone avant tout. Donc, agir sur son empreinte carbone, tu évoquais l'association de tonnes, c'est se dire aujourd'hui, en moyenne, on est plus à 12 tonnes. Ouais. Donc, en fait, il faudra diviser par 6. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. Donc, diviser par 6, dit comme ça, c'est énorme. Ouais. Sauf que le sujet, c'est de s'amener petit à petit à dire, je suis à 12 tonnes. En fait, de se rendre compte, en fait, ce qui est très encourageant. Parce qu'il faut de l'optimisme. Et qu'est-ce que tu fais, toi, d'ailleurs, pour baisser ton empreinte carbone ? Je vais te dire. Donc, ce qui est important, c'est que quand on commence, c'est toujours très facile d'avoir des premiers résultats visibles. Ouais, c'est vrai. Prenons un peu l'exemple des gens. C'est comme sur le régime. Hein, et c'est ce que j'allais dire. Sur les régimes, ce qui est toujours plus dur, on va dire, c'est les derniers kilos à perdre. Mais les premiers, ils sont, on va dire, très encourageants parce qu'en général, tu as du résultat assez rapidement. Pour le bilan carbone, il y a un peu cette même approche. Quand on est à 12 tonnes, en fait, on se rend compte que quelqu'un qui est à 12 tonnes, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas regardant de son empreinte, donc qui est peut-être pas un mauvais élève, 12 tonnes, quand même. C'est un mauvais élève, mais on va dire, donc c'est une moyenne, hein, c'est qu'un chiffre, mais c'est l'équivalent de ce qu'émet un Français ou un Européen, aujourd'hui. Le principe d'une moyenne, c'est une vue de l'esprit. Oui. C'est traversé par les extrêmes, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a rien mis en place ou qui est pas formé à la question climatique. Très facilement, il suffit qu'il fasse une action dans l'année, et principalement dans nos sociétés européennes très consuméristes. Ça passe par le voyage. Tu fais un Paris-New York. Quand tu vois l'empreinte d'un Paris-New York, tu es entre 4 et 5 tonnes. Ouais. Tu vois, de passer de 12 à 8, 7. Après, on voit que c'est pour ça qu'il faut se former et que le principe de la transition, ça se fait pas à pas. Tu vois, tu as fait ça la première année, tu as baissé de 4-5 tonnes. Mais bien sûr, il faut aller plus vite. Tu actives d'autres choses. Donc, ça veut dire en fait que les premiers leviers sont plutôt individuels. Et puis après, quand on va aller chercher les derniers kilos, eh bien là, en fait, on est quand même plutôt sur des choix de société. Alors, comme c'est l'affaire de tous, c'est ce que tu fais à titre individuel, mais qui n'est qu'une partie de la réponse aux objectifs climat. C'est-à-dire que si individuellement, on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais il faut en même temps, c'est le fameux en même temps, agir au niveau des organisations. Ouais. Voilà. Donc, il y a toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je choisis de consommer comme produits, biens, services, voilà. Et après, c'est de dire, en tant qu'individu, je travaille dans une entreprise, est-ce que je peux œuvrer à embarquer cette entreprise sur un nouveau modèle économique, sur une rupture technologique ou autre qui permet de moins dépendre finalement de tout ça, des énergies fossiles. Ouais. Voilà, qui est l'amont du problème. Qui, outre le fait qu'il soit une ressource limitée, est une ressource qui émet fortement trop de gaz à effet de serre. Et voilà, c'est la problématique. C'est notre dépendance à l'énergie, en fait.
Ouais. voilà, au quotidien. Je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais je vais couper le sujet immédiatement pour te poser une autre question, c'est de savoir si justement le bois, l'arbre, hein, est une ressource illimitée. Le bois est-il une ressource illimitée? En ce sens, si c'est géré durablement. Donc, Mhm. si on prend une forêt où on va pouvoir prélever, couper de temps en temps du bois. D'ailleurs, pourquoi on a encore des forêts? C'est parce que historiquement, en France, notre code forestier, il date de Louis XIV. Mhm. Et de ce code forestier, il était gravé dans le marbre qu'il fallait préserver cette ressource naturelle et justement qu'il fallait non seulement la préserver, mais la maintenir pour les générations futures. Ouais. Donc, nous, on a une histoire aussi. Ouais, ça vient d'où? C'est quoi? C'est un paysagiste de Louis XIV qui avait une... Non, c'est Louis Non, c'est... XIV Ouais. qui avait une vraie vision long terme, voilà, qui courait pas à l'époque sur un mandat à 5 ans. Non, mais qui a dit, voilà, c'est une ressource naturelle qui est importante. Ouais. Il faut miser pour les générations futures. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mhm. Et c'est ce qui a permis, historiquement, à la France, par exemple, de construire sa plus grande flotte navale Ouais. avec cette ressource bois. Mais cette ressource bois, bon, là, je parle des navires, mais c'était aussi le bois de chauffage, c'était du bois d'œuvre qui était utilisé pour de la construction. Mais il y avait ce souci de gérer durablement la ressource pour le bien commun et pour les futures Et générations. à cette époque, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait des tensions et donc il y avait des problématiques de... Non, c'est juste, Non, c'est vrai. il n'y avait pas de problématique. Et d'ailleurs, depuis cette période-là, la surface forestière française n'a fait Augmente. qu'augmenter. Donc, on voit que on peut avoir cette ressource si elle est gérée durablement, si on a une vision long terme. Et c'est tout le travail, en fait, de nos aînés qui sont passés avant nous Ouais. et qui ont bien fait, puisqu'on a encore aujourd'hui des forêts. Et à nous de se dire, avec les nouveaux défis, ce qui se passe sur le climat, comment permettre à nos forêts d'être résilientes Mhm. face à ce changement climatique qui s'observe, qui se vit. Donc, comment leur permettre de survivre. Et à la fois, la forêt est un levier puisqu'elle permet d'atténuer en partie le dérèglement climatique. Donc, elle a à la Ouais. fois... Et comment? Alors, on sait tous, hein, depuis petit, en fait, on comprend bien que dans le cycle de la vie, eh bien, il y a de l'oxygène. Nous, humains, en fait, on rejette du CO2. En tout cas, il y a des activités qui rejettent du CO2. Et puis ensuite, on a appris, en fait, quand on était jeune, que l'arbre captait en fait ce CO2. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de l'arbre aujourd'hui, justement, dans le cycle de la vie? Et l'outil que ça représente justement dans ce défi du dérèglement climatique. C'est parler de la photosynthèse. Hein. Ouais. Alors, souvent les gens pensent savoir l'expliquer, mais c'est vrai que la photosynthèse, c'est en fait grâce à ces arbres, grâce aux feuilles de l'arbre, qui sont des véritables capteurs solaires. La lumière, du coup, qui est captée par les feuilles, permet de déclencher cette réaction chimique qui est la photosynthèse, qui permet justement de transformer ce CO2 en bout de chaîne en oxygène, pardon. Ouais. Donc ce dioxyde de carbone en oxygène en sortie. Donc est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on peut dire que si on peut respirer, c'est grâce à cette photosynthèse dans les arbres, les plantes Alors en partie, ouais. Voilà, bien sûr. Mais surtout, justement, c'est ça ce qui est génial de l'arbre et des forêts, c'est qu'elle vient séquestrer ce dioxyde de carbone, D'accord. ce CO2, qu'elle vient derrière, avec ce processus, transformer en biomasse. Donc, en fait, finalement, un tronc, des branches ou autre, c'est du CO2 séquestré. Ouais. C'est cette matière bois qui est du CO2 Une prison séquestré. à CO2. Voilà. Donc c'est hyper important. On a besoin de cette séquestration de CO2. Ouais. Comme on a besoin surtout de limiter nos émissions aussi de gaz à effet de serre. Donc, on voit qu'il y a une complémentarité. Oui. On voit bien que sur le sujet du climat, il faut éviter de réémettre tous ces gaz à effet de serre entre eux. Ouais. Et à la fois, il faut des puits de carbone qui soient là déjà pour maintenir ce carbone qui est séquestré, pour éviter de le renvoyer dans l'atmosphère, et en plus d'augmenter ces puits de carbone pour retirer ce CO2 qui est émis. Est-ce que tu sais, en fait, s'il y a eu des études sur les capacités d'absorption et de séquestration du CO2 par les végétaux qui existent aujourd'hui? Est-ce que tu sais si, en gros, ces végétaux peuvent capter de manière quasi illimitée ce qui est produit? Est-ce que, non, en fait, s'il y a des excédents, on ne peut pas aller plus vite que la musique? Quel est le... Alors, si, ça là-dessus, il y a des études, et
les scientifiques, ils sont unanimes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un niveau d'émission de CO2 qui peut être contenu par des puits de carbone naturels. Voilà, mais ça ne marchera que si on baisse ce niveau de gaz à effet de serre et si on augmente ces puits de carbone. C'est-à-dire qu'en l'état, avec toutes les émissions de gaz... Tu connais les chiffres, à peu près, les rapports Les rapports... En fait, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, si on devait recouvrir la planète Terre d'arbres et de forêts, ça ne suffirait pas à séquestrer tout ce qu'on produit. Tout ce qu'on produit. En trop. Tout ce qu'on produit. Voilà, d'être à ce fameux net zéro tel qu'on le dit. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet, on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre. Donc, il y a un sujet où il faut baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant nos puits de carbone. Voilà. Et est-ce que tu penses aujourd'hui qu'une organisation, une entreprise qui produit peut atteindre ce net zéro? Oui, il y a des référentiels, il y a des entreprises qui en plus le font, qui se mettent sur des trajectoires de décarbonation avec un planning où elles visent à 2025, 2030 pour s'aligner aux accords de Paris qui visent cette neutralité planétaire à 2050. Et on voit, en fait, l'enjeu, c'est de chaque année, pour ces entreprises qui ont déjà démarré, de baisser de 6% leurs émissions. Donc, chaque année, 6%, moins 6%, de l'année précédente, moins 6%, pour amener justement à s'aligner, en tout cas, aux objectifs des accords de Paris. Donc, il y a des entreprises qui arrivent. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Il y a des référentiels qui sont construits, qui font leurs preuves. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il faut utiliser ce qu'on a sous la main. D'accord. Et Écotri, donc, c'est un nouveau dispositif qui existe depuis maintenant combien de temps? Alors, on était 2016, le site internet d'Écotri. Donc, nous, on est sur le sujet, donc encore une fois, de la séquestration carbone, puisque chez Écotri, on gère des écosystèmes forestiers et derrière, on est en capacité sur nos projets forestiers de délivrer des crédits carbone qui sont certifiés. D'accord. Sur nos projets en France et en Europe. Alors, c'est quoi ces crédits carbone? C'est des crédits carbone qui te disent, tiens, avec Écotri qui gère telle ou telle forêt, tu as séquestré 1000 tonnes de CO2 équivalent. D'accord. Donc, ça veut dire en fait que, en gros, c'est très comptable. Tu as une entreprise, une organisation qui va émettre X tonnes de... Alors justement, ce qu'on veut, c'est sortir de cette comptabilité. Dans les faits, il y a des entreprises qui sont encore trop déformées sur si j'émets 1000, il faut que je séquestre 1000. Voilà. L'écueil dans tout ça, donc ça permet de mesure. Et si on ne prend pas de distance, c'est que le sujet, puisque c'est un sujet planétaire, il faut que l'entreprise se dise, en fait, même si j'émets 1000, il faut que je me challenge. Pour les baisser. Évidemment. Et bien sûr, en face, il faut que je contribue à la création et préservation de puits de carbone. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est éviter l'écueil de j'ai fait une équation. Vous n'êtes pas. Il ne faut pas en fait donner des permis à polluer. Exactement. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on ne fait pas, puisque nous, on défend et on maintient, c'est notre vision depuis le début, des crédits de carbone de qualité. Donc, il y a des prix différents sur les crédits carbone. Nous, on a des prix élevés parce que les projets, ils sont en France et en Europe. Voilà, ils sont traçables, ils sont locaux. On défend cette qualité parce que derrière, il y a un suivi, une gestion durable qu'on opère juridiquement avec des autorités qui nous contrôlent à 40 ans. Donc, on n'est pas que quelqu'un qui vend du crédit carbone. On maîtrise cette chaîne de valeur parce qu'on est à la fois le porteur de projet et la personne qui vend ce crédit carbone. Sans intermédiaire entre les deux. Parce qu'en fait, tu fais quand même... tu fais référence en fait au principe de compensation carbone. Encore une fois, on dit souvent, c'est l'expression un peu consacrée, le pollueur-payeur. Mais on n'a plus envie d'avoir des entreprises qui vont se dire, ok, je vais avoir une amende, je vais payer, même si ça va peut-être financer des projets. Mais si ça ne réduit pas. Et si ça change pas les philosophies, et si ça ne réduit pas, en fait, ce qu'ils produisent eux, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on voit le marché connaît ou a connu des prix à quelques dollars la tonne. Bon, en fait, ça ne favorise pas justement des entreprises à agir sur leur bilan carbone, la mesure, l'évitement, la réduction, et ça devient, on va dire, un droit à polluer ou même voilà. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que si on donne une vraie valeur déjà à la nature,
pense que la nature chez Écoterie, elle a un prix et qu'il faut arrêter de la discounter. Non, Ouais. la nature a de la valeur, la nature a un prix, c'est quelque chose d'important. Et pour faire des projets de qualité, il faut le financement associé. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la mission d'Écoterie? J'imagine en fait que vous ne faites pas que de la gestion forestière. J'imagine que vous allez accompagner les entreprises et les organisations probablement dans leur stratégie bas carbone. Comment ça se passe? Alors exactement. Donc chez Écoterie, on a à cœur d'associer la réflexion à l'action. Donc ce que je disais tout à l'heure, dans le monde agricole français, en tout cas, il y a plus de gens qui pensent l'agriculture qu'ils ne la font. Mm. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un sujet d'être dans le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que chez Écoterie, on combine réflexion et action, puisque on a monté Écoterie Academy, donc qui forme, sensibilise à travers des ateliers notamment, mais aussi des formations des collaborateurs au grand sujet de la transition écologique et énergétique sur le climat, la biodiversité, le carbone, la gestion forestière durable. Voilà, et on délivre aussi des missions de conseil qui permettent justement de faire comprendre aux entreprises ce qui se passe, des aspects cadres réglementaires ou autres, pour leur permettre en fait le plus rapidement possible de mettre en place une stratégie bas carbone ou une stratégie climat, des plans d'action concrets pour être justement dans l'action, dans le faire. Parce que j'imagine en fait que c'est un peu inutile lorsqu'il y a une entreprise qui vient nous voir et que j'ai envie des crédits carbone, il me faut justement en fait une tonne, tenez voilà. Non, parce que il faut que, encore une fois, ça s'inscrive dans d'autres actions. On le dit, c'est un outil, mais c'est un outil complémentaire à d'autres leviers d'action. Encore une fois, en fait, de réduction de leur production carbone, etc. Donc, est-ce qu'il y a des audits? Est-ce que si ce sont des grandes entreprises qui travaillent déjà en fait sur leur responsabilité sociale, ils vous donnent en fait un certain nombre d'orientations et puis vous les Alors, guidez? nous quand même, donc ce qu'il faut quand même retenir, c'est que nous sommes des acteurs terrain, on tire notre légitimité du terrain et on permet aux entreprises justement d'être focus sur des problématiques climat ou biodiversité, ou les deux. Donc nous, on va les aider justement à pouvoir mettre en place des actions, mais notre cœur de métier, c'est d'agir sur le terrain, sur des écosystèmes que l'on veut restaurer, préserver ou améliorer. Et en fait, la réalité, c'est que bien sûr, il y a ces actions qui viennent s'inscrire dans un panel d'actions à mettre en place, mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, euh, elle prendra jamais d'avance sur l'achat de crédit carbone ou sur le financement de projets de biodive. Hmm. Ouais, La réalité, elle est là. ouais, Mais pour autant, elle a besoin de savoir comment structurer ça à travers une démarche d'entreprise. ouais. Mais en fait, elle pourrait dès à présent financer des projets de biodiversité tout en même temps se poser les questions de comment je réduis mes pressions sur la biodiversité, comment j'émets moins de carbone, comment je mets en place même la mesure de mon bilan carbone et autres. En fait, la réalité, c'est qu'elle devrait faire tout ça en même temps. Ouais. Alors, Et moi, qu'elle prendra jamais d'avance. Et que Hmm. limite, si elle faisait trop, c'est pas un mal. Hein. Donc, Oui, parce que là, en fait, on est sur un seul négatif, mais si un jour, en fait, on peut passer sur du positif, c'est très bien. Mais ce que je comprends aussi dans ce que tu dis là, c'est que dans la mission même des coteries, en vérité, vous ne vous adressez pas vraiment, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, vous ne vous adressez pas en fait à vos clients, c'est-à-dire à ceux qui financent les projets. En fait, vous portez des projets de préservation de la biodiversité et de reboisement et de gestion forestière. Et à côté de ça, en vérité, il y a des sociétés ou des particuliers qui vous soutiennent. C'est plutôt ça, en fait, la vision, ou alors c'est plutôt, en fait, la vérité est plutôt entre les deux. Non, mais c'est qu'en fait, on restaure des écosystèmes forestiers, ou marins d'ailleurs, et derrière, il y a des clients qui viennent financer ça. Ouais, En fait, on a un pied, on va dire, dans nos projets qu'on réalise nous-mêmes, et on a un pied avec nos clients, puisque on leur explique ce qu'on fait, comment il faut le faire. Et voilà. Donc, en ouais, fait, on réunit ces deux mondes-là. ouais. On Mais est- est-ce que vous êtes plus près, en fait, de l'ONG ou de l'entreprise au final? On se définit clairement comme une entreprise à impact. Ouais, Justement, l'idée, c'est de pas faire ombrage aux ONG ou aux associations. ouais, qui Voilà. œuvre aussi pas mal dans le Qui domaine. œuvrent pour Ouais, l'intérêt général. Voilà. Nous, on a voulu se structurer parce qu'on a quand même cette conviction qu'il faut réconcilier écologie et économie, Mhm. que ce défi-là, si c'est pas intégré au monde économique ou s'il n'y a pas d'économie, ça n'ira jamais aussi vite ou à grande échelle tel qu'il faut. Ouais, Et on a cette conviction justement qu'il faut que des entreprises aujourd'hui qui se saisissent du sujet, donc qui soient soit des acteurs qui permettent à d'autres entreprises d'être en transition. Donc nous, on est une entreprise à impact. On s'est structuré en entreprise. On veut qu'il y ait un modèle économique parce que
On veut assurer notre durabilité Ouais. sur le long terme. Donc, on n'est pas une ONG, on est une entreprise à impact. Voilà. Ouais. D'ailleurs, vous avez le label B Corp. Et on est Bicorp et même on est fiers parce qu'on fait partie, on a eu la distinction, on fait partie en fait des entreprises qui font partie des 5% des entreprises qui ont un plus grand impact pour l'environnement au sein de Bicorp. Ouais. Donc oui, on est Bicorp et Bicorp va dans cette dynamique-là de dire comment, en tant qu'acteur économique, je me saisis du sujet, j'ai pris conscience que j'avais un impact sur mon environnement. Comment, tout en étant un acteur économique, je prends en compte les dimensions environnementales, mais pas que, puisque Bicorp va évaluer aussi le social, le sociétal, voilà. Donc, comment j'agis en tant qu'acteur économique de façon, on va dire, responsable. Et est-ce que vous avez structuré la société justement en prenant en compte les critères d'évaluation Bicorp? Ou comment ça s'est passé? Comment s'est structuré Écoterie pour répondre au mieux à sa mission? Du coup, nous, en fait, alors à la base, quand on a lancé Bicorp, on voulait donc certes, on restaure des écosystèmes, on gère durablement des forêts, on mène beaucoup de projets de biodiversité. On s'est dit, naturellement, nos services sont vertueux pour l'environnement. Et on voulait s'assurer aussi de la façon dont on le faisait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le parcours, la labellisation Bicorp, en se disant, nous aussi, en tant qu'entreprise qui grandit, qui se structure, comment on peut améliorer, puisqu'on dire en fait, on n'a jamais tout bon, tout fait bien. Ouais. Comment on peut s'améliorer et se dire, à travers Bicorp, ça va nous aider à grandir pour essayer de faire encore mieux. Ouais. Voilà. Et de se dire, on ne cherche pas une labellisation pour une labellisation. C'est aussi un marqueur pour nous dire, tiens, comment on va grandir dans les futures années. Ouais. Oui, parce qu'on est quand même plutôt d'accord sur le fait que Bicorp, c'est en fait un mouvement des sociétés à impact qui va auditer une entreprise sur un certain nombre de critères. Donc, c'est vrai que tu les as rappelés, mission, gouvernance, environnement, produits et services, etc. Et puis, ça va te donner en fait un score. Exactement. Et ce score a quand même plutôt vocation à progresser chaque année. Donc, en fait, plus qu'un label, c'est plutôt un guide à court, moyen et long terme pour faire progresser ta boîte. Exactement. C'est vraiment ça. Moi, la question que je me pose sur l'aspect un peu ONG, entreprise à impact, en tout cas, Parole publique a créé ce podcast, donc Nouveau Récit, aussi pour illustrer en fait qu'il n'y a pas que les associations qui font du bien. Les entreprises sont aussi des acteurs sociaux. Peuvent et doivent. Et doivent l'être. Souvent, on a considéré, et peut-être un peu trop, que le seul prisme de l'entreprise, c'était le prisme de l'emploi et du développement économique local. Et qu'en réalité, l'impact de ces entreprises ou des entreprises peut être beaucoup plus large, notamment en fait sur le prisme aujourd'hui, on le sent bien, environnemental. Et sur les sujets de la gestion forestière, et tu vas nous expliquer un peu dans le détail, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, on va aborder ce sujet-là, la gestion forestière, puis après on va aussi parler davantage aussi de l'aspect produit financier, parce qu'en fait, en vérité, c'est aussi d'une certaine manière un produit financier. Aujourd'hui, sur la gestion forestière, en fait, il y a des organisations, il y a des institutions qui existent. L'ONF est une organisation qui s'occupe de gestion forestière, de gérer en fait le domaine public, etc. Les collectivités, même notamment les départements qui ont en charge la préservation et la protection des espaces naturels sensibles, ont aussi en fait en gestion un certain nombre de forêts. Tu l'as rappelé, la plupart des forêts françaises sont quand même plutôt privées, mais souvent ces forêts privées sont même confiées à des collectivités. Quand on les met à disposition du public, on dit bon, ok, moi j'ouvre mes forêts et les particuliers, les usagers peuvent passer, mais en contrepartie vous gérez ma forêt, ça peut se faire. Voilà, comment s'est positionné en fait Écoterie face à cette organisation aujourd'hui territoriale française? Donc territoriale française, en fait, il y a le public et le privé. Aujourd'hui, les forêts publiques, c'est 25% des forêts. C'est pas beaucoup, en fait. Voilà. Donc, tu as tout dit. Donc, en fait, et dans le domaine public, il y a les forêts d'État, il y a les forêts, tu parlais au niveau du département. Après, il y a au niveau communal. Bon, bref, c'est le domaine public, c'est l'ONF. 75% des forêts sont privées. Et dedans, tu vas avoir des forêts de toute taille et parfois de petites surfaces qui, elles, ont des besoins de gestion et de financement et autres. Et c'est là où nous, on intervient. On intervient sur le sujet de la forêt privée
où on apporte une solution puisque Écoterie, alors, soit se porte à cœur de ces forêts, ou soit va pour le compte de propriétaires apporter des solutions de gestion durable avec du financement auprès de ses propriétaires, avec son modèle économique où des entreprises comme des particuliers peuvent financer ces projets, et se porter à cœur d'arbres, acheter des crédits carbone, financer des projets de biodiversité qui peuvent être des restaurations de zones humides ou création de mares ou plantation de haies mellifères, tout ça, puisqu'on agit sur le terrain et on a cette volonté justement euh, d'avoir l'approche la plus intégrale possible, puisqu'on est sur le terrain, on gère des forêts, d'avoir ce souci de la biodiversité, d'une part à travers une gestion durable, mais d'autre part parce que c'est des lieux extraordinaires où on peut réintroduire encore plus de biodiversité, par exemple quand on installe des ruches en forêt ou autre. Ça veut dire en fait que aujourd'hui, donc 75% des forêts sont privées en France. Exactement. J'imagine qu'il doit y avoir quand même une bonne part de ces forêts qui sont, par exemple, réservées à la chasse. Alors, on est pour, on est contre. Réservées aussi en fait à l'exploitation du bois, de la fabrication en fait du bois, soit à l'exportation, soit en France pour le bois, les charpentes, matériaux de construction, etc. Tu sais à peu près en fait donc quelle est la part de ces 75% qui sont plutôt en fait à des fins commerciales. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de toutes petites surfaces qui, elles, sont en dehors du spectre, de ce spectre-là. Ouais. Voilà. D'accord. Et vous vous adressez principalement aux propriétaires de ces petites parcelles ou de ces petits bois en gros, qui ont été un peu abandonnés ou ils on n'ont va pas là les moyens de gérer. On va là où il y a des besoins. C'est-à-dire les besoins, c'est des besoins de gestion, des besoins d'expertise, de savoir, de temps et de financement. Donc, les très grandes forêts, en général, elles sont gérées. Elles sont peut-être viables d'elles-mêmes pour être gérées ou trouver ce financement, voilà. Ou parfois il va y avoir des très grands institutionnels. Nous, on va aller là où il y a des trous dans la raquette, comme on dit. D'accord. Et là, vous allez pouvoir agir. Et là, on peut agir puisque du coup, on déploie tout notre savoir-faire sur ces écosystèmes-là, de la gestion durable, en embarquant ou en amenant plus de biodiversité à travers des projets de biodiversité qu'on mène. On est en capacité sur ces forêts, selon la typologie de ces forêts, d'émettre des crédits carbone. Voilà, de faire tout ce qu'on fait et de s'adresser à une entreprise comme à un particulier derrière qui dit vous voulez contribuer, vous voulez participer aux enjeux environnementaux en soutenant la forêt et sa biodiversité, agir pour le climat, voilà, vous pouvez le faire avec Écoterie. Et voilà, nous, ce qu'on sait faire. Ouais. Alors, vous faites comment? C'est des propriétaires terriens ou des propriétaires de forêts qui prennent contact avec vous? Vous avez une recherche active de parcelles sur lesquelles vous pouvez ou vous voulez agir? On fait les deux. Ouais. On a une équipe qui est dédiée. C'est notre équipe qui s'occupe justement de tout ce qui est forêt et biodiversité. C'est une équipe aussi qui est sur le terrain tout le temps, à la rencontre, on va dire, de propriétaires, qui va visiter des forêts, des terrains, des anciennes terres en friche, des anciennes terres agricoles. Et on voit quelles solutions on peut apporter. Toutes les terres, en fait, on peut leur apporter une solution, ou vous vous êtes déjà dit, ah non, mais là, c'est pas possible? Il y en a. Après, il faut trouver le mode de financement. Ouais. Et il faut étudier d'un point de vue forestier. Quel type de travaux il va falloir mettre en place et autres. Donc, tout ça, on étudie. Ouais. Donc, il y a parfois des projets où on voit qu'on peut pas s'inscrire tout de suite. Pour quelle raison, par exemple? Parce que économiquement, on s'y retrouvera pas. Ouais, c'est trop important. C'est trop important. Parce que en amont, il faut avancer. Voilà. Donc, on étudie chaque projet. On étudie sa faisabilité économique. Voilà. Ouais. Et donc, il y a parfois des projets, à certains moments, on peut, d'autres, ça pourra se faire peut-être dans 6 mois. Voilà. Et il est plutôt préférable d'être propriétaire d'une parcelle pour pouvoir y agir en toute liberté, ou alors travailler en collaboration avec des propriétaires, c'est aussi une solution viable? Les deux sont viables. Ouais. En fait, si on regarde, le sujet, c'est qu'il y a des écosystèmes à restaurer, préserver, améliorer. Après, il y a le sujet de qui est propriétaire. Ce qu'il faut, c'est agir sur ces écosystèmes. Nous, chez Écoterie, donc, comme je l'ai dit, on gère des écosystèmes forestiers tout en prenant en compte la biodiversité, en menant des projets de biodiversité. Mais nous, notre conviction par rapport à tout ce qui se passe sur le sujet climatique, c'est qu'on est fournisseur de solutions fondées sur la nature. Ouais. Nous, on a
notre point de vue, mais surtout notre façon de faire, Mm. c'est que, reposons-nous sur les solutions fondées sur la nature. Mm. On a cette chance d'avoir des millions d'années d'historique, donc on sait que ça marche et on sait qu'on a ce devoir de préserver cette nature, mais aussi cette nature est un facteur qui permet d'atténuer aussi le dérèglement climatique. Donc nous, on se concentre là-dessus. On est solution fondée sur la nature par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue dérèglement climatique. Voilà. D'accord. Donc c'est notre cœur de métier. On se définit comme un acteur qui a cette volonté vraiment d'arriver en 2026 à être ce leader de solutions fondées sur la nature en France et en Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces solutions fondées sur la nature? C'est agir sur des écosystèmes où on va restaurer, améliorer, préserver, principalement des écosystèmes forestiers, mais on porte quelques projets sur des écosystèmes marins. Voilà. Ouais. Alors la question en fait qui était sous-jacente à cette remarque, c'était celle évidemment de la durabilité du partenariat qu'on peut avoir avec un propriétaire, parce que on voit bien la gestion forestière, celle de la nature, c'est le temps long. On n'est probablement pas sur le fait de gérer en fait une parcelle sur 1, 2, 3 ou même 5 ans peut-être. Mais quand on est propriétaire, si Écoterie est propriétaire de sa parcelle, elle a quand même un peu plus les mains libres. Hein. Alors que si on a un partenariat avec un propriétaire, est-ce que du jour au lendemain, il se dira pas, bah tiens, en fait, je vais vendre ma parcelle, et puis le nouveau propriétaire se dira, mais moi, je n'ai rien à faire alors que des engagements financiers ont été pris, etc. Quel est après, le partenariat qui est noué avec? Non, après, il y a un cadre juridique, hein, Ouais. voilà. Et il y a des engagements qui doivent être tenus. Alors ça, d'ailleurs, c'est probablement le sujet sur lequel vous avez dû beaucoup travailler avant le lancement vraiment effectif des coteries. Parce que tu nous as dit que ça a été lancé, on va dire, au public en 2016. Mais on a eu un long temps de prototypage parce que il y a une innovation juridique où nos clients ils peuvent être propriétaires juridiquement des arbres, sans être propriétaires d'un droit de sol. Donc juridiquement, il fallait mettre en place, ça. Et comment vous avez fait? Et c'est quoi? Enfin, il n'y a pas de secret industriel que tu vas nous dévoiler, mais c'est comme si tu étais propriétaire de ta maison et pas du jardin sur lequel il était posé. Un peu. Vous avez dissocié les la deux, propriété du sol de la propriété du dessus. Donc ce mécanisme-là se retrouve, par exemple, on va dire dans l'immobilier de manière générale, mais appliqué à la forêt, il y avait eu, on va dire, des cas un peu de jurisprudence. D'accord. Mais ça n'avait pas été, aussi développé ou poussé en fait, voilà, exactement. D'accord. Donc il a fallu travailler sur ça. Nous, la question du droit de manière générale chez Écoterie est très importante parce qu'il y a cette innovation juridique de départ. Et après, tout ce qu'on mène sur les crédits carbone ou autres, tout ça, c'est encadré par des professeurs de droit. On dépend d'une autorité et d'un régulateur. Tout à l'heure, tu parlais de produits financiers. Nous ne sommes pas un produit financier. D'accord. Même si nos clients peuvent percevoir un retour sur investissement quand ils financent la propriété d'arbres, puisque notre conviction, c'est qu'au bon geste, les bonnes récompenses, c'est-à-dire que on a réussi en fait à faire de l'arbre un actif vert, où ces personnes qui ont financé cet actif vert et qui en plus contribuent au bien commun, parce que en finançant cet actif, ils financent aussi cette gestion durable, donc ils financent aussi les bénéfices environnementaux qui sont portés ou apportés à travers une bonne gestion forestière. Donc ça impacte l'eau, la qualité de l'air, cet air que nous respirons tous. Donc, ce qu'on voulait, c'était motiver les gens pour les inscrire dans une écologie positive, en disant, dans un cas, tu fais un don à une asso, et c'est complètement, on va dire, alors pour le coup, désintéressé, c'est noble, c'est de la philanthropie, mais nous, on a cette conviction aussi que si tu viens financer un projet, surtout quand il s'agit de forêt, de toute façon, peu ou prou, les forêts, de temps en temps, il y a des coupes de bois, donc ça reviendra à quelqu'un. Autant rétribuer la personne qui était responsable dès le départ du lancement de l'action et du financement. Donc on s'est dit, on vient rétribuer en retour celui qui a financé, par exemple, ce ou ces plantations d'arbres, et surtout qui, à travers le prix de l'arbre, vient financer la gestion à X années dans le futur. Donc voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une innovation juridique, puis après une innovation financière. Parce qu'au final, sur un massif forestier, par exemple, on se retrouve un peu dans une logique d'investissement participatif parce que nos clients, ils sont propriétaires d'arbres, par exemple. Mais sur ce même massif, on va avoir plein de propriétaires d'arbres différents. D'ailleurs, on peut avoir aussi bien des entreprises que des particuliers. Et on se dit, autant rétribuer avec une logique économique saine. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas un produit financier spéculatif. On est sur un sous-jacent naturel qui est l'arbre,
qui est amené à grandir. Plus il grandit, prend de la matière bois. C'est une ressource, un matériau noble et durable et renouvelable qui trouve son bien fondé dans une filière derrière. Donc, il faut encourager ça à toutes les étapes et voir justement sur le temps long, quoi. Ouais. Voilà. Et pour revenir en fait sur la création des coteries et sur son lancement, il a fallu combien de temps pour sur 2 toute la ans. partie ingénierie? 2 ans. Parce que tu sais qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait là pour le moment depuis le début du podcast, c'est de l'enregistrement. Dis-moi. C'est qu'on t'a pas présenté. Ah, Je me suis dit en fait on allait faire original, on allait le garder pour la fin. On n'y est pas encore tout à fait à la fin, mais en réalité ça revient un petit peu à une question que j'ai envie de te poser parce que tu es donc Baudouin, oui, Verken. tout à fait. Baudouin-Verken. Ouais. Bravo. Et que tu vas nous dire ce que tu fais. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que, parce que je sais que tu faisais du conseil avant, Tout à est-ce que fait. tu as travaillé spécifiquement pendant ces 2 ans d'ingénierie sur justement en fait ces stratégies financières et juridiques avec en fait ton prisme encore une fois cabinet de conseil ou pas du tout? Vous y avez été? Comment vous êtes répartis un peu les rôles? Justement, c'était intéressant parce que quand tu me présentais le podcast là tout à l'heure, tu me dis de comment on passe de l'idée à l'action. Ouais. Donc, si on regarde un peu dans toutes les étapes, il y a eu cette idée. Après, il y a eu le fait qu'on s'est mis en mode projet. Donc, dans le projet, il y avait le prototypage de la solution juridique, mais on se répartissait. Comme on est complémentaires, il y en avait qui allaient travailler plus la partie, on va dire, modèle économique, d'autres plus la partie droit. Puis en même temps, tu dois réfléchir à plein de choses, parce que tu réfléchis à ton marché, tu réfléchis aux acteurs qui existent, tu réfléchis à surtout comment bien faire d'un point de vue gestion Vous forestier. avez fait un business plan, quoi, en fait. Oui, on a regardé comment ça pouvait être viable économiquement. Quand tu dis on, c'est qui? Parce qu'il y a Erwan là qui est à côté. Erwan Lemené. Voilà. Ouais. Et donc qui est donc cofondateur et PDG de la boîte. Oui, exactement. Ouais. Après. Il y a Théophane Lemené, donc qui est son frère. Voilà. Il y a Pierre-François. Voilà. D'accord. Donc tous ces sujets-là, il fallait se les répartir, sachant qu'on avait au début tous des métiers, donc on travaillait le soir et le week-end. Voilà. Et petit à petit, moi en fait, j'étais le premier à tout lâcher, donc à quitter le conseil. Ah oui. Pour tu es engagé totalement. Pour m'engager totalement, parce qu'on avait passé la phase d'idée, on avait trouvé le prototypage. Moment, faut y aller à fond. Faut passer à l'acte. L'action et choisir, c'est renoncer. Et il faut y aller à fond et se dédier à fond. Ouais. Et en plus, être en cohérence avec le bien fondé de la solution, de l'entreprise, d'être convaincu qu'en fait, ça cochait toutes les cases qu'on voulait. Un truc où le numérique était au service du bien commun. On apporte une solution concrète, tangible pour gérer durablement des forêts tout en prenant en compte la biodiversité. On a ce côté entrepreneur dans l'âme, mais on veut entreprendre utile. Voilà. Bon, à un moment, faut y aller. Faut y aller, ouais. Et il y a cette conviction que on a notre pierre à l'édifice à apporter dans ce grand défi qui est l'enjeu climat du XXIe siècle. Ouais. Voilà. Et vous avez été accompagné pour le lancement, pour cette partie préalable à... Alors, on a beaucoup rencontré de gens. Ouais. Voilà. Alors, déjà, naturellement, ou individuellement, c'est dans notre nature humaine, on est on aime beaucoup les rencontres et je pense que même depuis tout petit, on a toujours été habitué à parler avec des gens intergénérationnels. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça et j'apprécie toujours en fait d'échanger avec les personnes. En fait, le critère de l'âge n'est pas un sujet pour moi. Alors tu me dis maintenant oui, mais en fait ça l'a déjà été très tôt quand j'étais ado. Donc ce qui me fascine, c'est de rencontrer des gens, des personnalités, des histoires, d'écouter. Donc on a beaucoup rencontré de gens, écouté des gens. Puis après c'est sûr, présenter votre idée, présenter nos idées. Et puis après comme toujours, ce que me disait souvent mon beau-père, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, après, vous faites le tri parce que du conseil, on peut en prendre plein. Après, il y a les bons et les mauvais conseils. Ouais. Et on voit bien qu'au début... Le conseil de la cousine Germaine, Françoise... Non, mais, voilà. Non, mais après... J'espère qu'elle n'existe pas. Écoute, Fouad, je suis au regret de te dire... Non, je plaisante. Non, mais en fait, tout ça pour dire qu'il faut savoir sélectionner les bons conseils. Ouais. Et qu'après, on a eu des gens qui étaient extrêmement optimistes, favorables, de bons conseils,
On a eu des gens, vous voyez, qui croyaient pas au projet, hein, tout simplement. Ah ouais. Donc forcément, dans le mauvais conseil et tout ça, on l'a bien vu. Donc c'est ça aussi dans l'échange, le partage. Donc heureusement qu'on a su aussi écouter les bons conseils de personnes qui étaient bienveillantes et qui nous ont aidés aussi à nous challenger pour dire mais est-ce que vous allez dans la bonne direction, vous êtes sûr de ça, est-ce que tu as vérifié ça, quoi, pour vraiment que le projet marche. Ouais, parce que l'ambition est quand même hyper élevée, en fait, hein. Bah oui, oui. Et puis comme tout, il y a un risque, hein. Ouais. Alors, le risque, en fait, il est financier parce que vous avez investi de votre poche, ou c'est parce que quand vous lancez, que tu as probablement, en fait, une famille, tu mets, en fait, voilà, tu as ton salaire en boîte de conseil, tu vas pas forcément le retrouver au début, en fait. Hein, Je te même confirme. pendant un bon moment, tu n'as pas de salarié aussi parce que le fric a quand même passé quand même dans le développement de la boîte. Ouais. Donc Non, non, c'est ça, je te confirme que tout ça, c'est un vrai choix, c'est un vrai défi Ouais. parce que tu sais ce que tu lâches et tu sais pas ce que tu vas retrouver en face. Ouais. Tu pars de zéro, c'est-à-dire qu'il faut tout recréer. Bah, tu renonces à une stabilité, on va dire, économique, Ouais. hein. Ouais, même Pour ça que psychologique, émotionnel aussi. je remercie aussi ma femme là-dessus parce que, en fait, Ça s'appelle comment? Paola. Bah, merci, Paola. Voilà, si tu nous écoutes. Si tu nous écouteras, j'espère. Bah, j'espère aussi. Non, parce qu'en fait, ce projet-là, je l'avais, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, qu'on l'avait en tête, voilà. Je l'avais même avant mon mariage Ouais. et que je me suis marié en 2013. Et en 2013, on a commencé à évoquer tous les aspects des coteries, Opérationnel. voilà. Ouais. Et donc, ça, je lui avais en plus toujours présenté le projet en disant, bah, un jour, en fait, il y a de fortes chances, c'est même sûr que je vais me lancer dans les coteries. Ouais. Bon, elle a toujours accepté l'idée, sachant que comme beaucoup d'événements de vie, on peut avoir une théorie de ce que ça peut être, mais la pratique, on la découvre de jour en jour. Donc c'est vrai que bah, en 2016, j'ai quitté mon job, j'ai quitté ma sécurité, bah, la sécurité, on va dire, ou stabilité économique. Une année aussi charnière pour notre vie de famille, puisqu'on avait la deuxième qui est née cette année-là. Ouais. Donc oui, c'est un saut dans le vide qu'on a fait en famille, quoi, voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut justement souligner ou rappeler ou mettre en avant et encore plus quand il s'agit d'entreprises à mission ou d'entreprises à impact, en tout cas une entreprise qui a vocation un petit peu à faire le bien autour de soi, et que ça peut se faire au moins un temps au détriment des personnes qui se lancent, qui s'engagent, qui investissent. Ce qui est vrai, c'est que il y a une part de renoncement et d'abandon. Il y a une prise de risque, hein. En fait, derrière, on parle d'entrepreneuriat, hein. Donc il y a des choix, il faut assumer ses choix, mais oui, il y a une prise de risque, hein. Ouais. Et ça a été quoi tes ressorts, toi, justement, pour en franchir le pour cap? franchir le pas, alors déjà, alors, si j'évoque tous les ressorts, mais déjà ce projet-là, donc je savais que j'avais une âme d'entrepreneur, donc ça, mais bon, ça fait pas tout, hein. Non. Mais surtout, j'étais content de pouvoir le faire en me disant, bah aussi pour ma femme, ma famille, voilà. Donc c'est un vrai moteur, une vraie motivation. Et même, je dirais, alors je suis pas poète, mais c'est une sorte de muse, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, comme tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour d'autres, c'est bah, justement ce moteur, cette motivation ou cette muse, elle va permettre d'aller chercher une motivation beaucoup plus profonde. Plus profonde et on va dire une résistance ou une résilience que si tu le fais juste pour toi, pour te servir toi-même. Après, bon, à un moment, t'as tes limites, donc c'est bien, ça permet justement d'encaisser, de se dépasser. C'est le fait de le faire aussi avec des amis d'enfance, de confiance, avec qui on savait être complémentaires sur plein de sujets. Est-ce que tu prouves avec Écoterie que on peut être amis d'enfance et associés? Bah, je pense que c'est possible. Alors, c'est sûr que c'est particulier, voilà. Mais je pense que oui. Ça a été une force ou il y a eu des difficultés? Bah, c'est une force parce que. Il nous écoute pas, il est à côté, Arwan, mais il nous écoute pas. Non, mais si c'est une force parce que bah déjà vous connaissez la personne, mais c'est sûr qu'après bon il y a ce lien d'amitié qui peut permettre de se surpasser, puis à la fois on reste des professionnels
Donc, on sait aussi être en vérité les uns avec les autres. Voilà. J'ai toujours dit, bah voilà, le sujet, c'est il faut pas que ça vienne briser ou casser des amitiés. Ouais. Voilà. Mais après, encore une fois, on n'a pas monté, on a monté une entreprise à impact sur une thématique d'intérêt général ou autre. Donc ça aussi, l'objet même d'une entreprise, elle aide dans beaucoup de choses sur la façon de développer une entreprise. Ouais. Et il y a des associés et des actionnaires aussi Oui, tout à fait. dans une société. On va peut-être en parler, mais là, je voulais digresser vers les collaborateurs. Oui. Est-ce que tu as senti que la mission d'Écoterie avait été en fait un facteur d'attractivité important pour recruter? Parce que maintenant, vous êtes Mhm. combien? Une centaine quasiment? Tout à fait. C'est quand même beaucoup. Au siège, à Brest, à Paris, probablement aussi sur le terrain. Parce que c'est ça qui est... À Toulon. À Toulon. Voilà, à Copenhague. C'est ça qui est incroyable, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit, en vérité, que vous êtes une société, vous êtes une organisation, vous êtes une entreprise vraiment opérationnelle. Ça veut Tout dire à fait. que quand vous allez Acteur gérer terrain. les forêts, c'est acteur terrain. C'est en fait, vous allez couper les branches, planter les plants. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis en même temps, il y a des gens qui sont au bureau. Donc en fait, on a cette complémentarité de talents avec des personnes passionnées par la question de la forêt, de sa biodiversité, du climat, voilà. Des experts en carbone, en crédit carbone, des experts sur ce qui se passe d'un point de vue réglementaire. Voilà, donc tout ça. Et puis on a des gens de la tech, on a des forestiers. Donc toutes ces personnes-là sont au service justement des projets qu'on réalise tout au long de l'année. Et tu sens vraiment en fait que la mission, c'était un. Et donc elle est attractive. Oui, elle est ouais. attractive parce que nous, historiquement. En plus, franchement, pour ceux qui bossent à Brest, soit faut être brestois, soit faut être motivé quand même. Moi, j'y suis. Même si on adore la ville. Mais... J'y suis depuis peu à Brest, parce qu'avant, moi, j'étais à Paris, en région parisienne, donc ouais. J'étais sur le bureau de la région parisienne. Là, en gros, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont intégré au début l'aventure des coteries, qui étaient convaincus par le projet, par l'entreprise, par la façon de faire de l'entreprise, qui sont des gens qui du coup étaient fiables et fidèles, qui étaient aussi, c'est des belles rencontres parce que ça a été des relations de confiance, parce qu'il y en a qui ont été dans des reconversions pro via Écoterie. Donc, il y a eu cette relation de confiance et tout ça. Donc, c'est intéressant. Et après, on voit aujourd'hui, c'est sûr que de plus en plus de personnes sont soucieux de la question environnementale, veulent travailler dans une entreprise qui agit sur la question du climat, du social, du sociétal. Voilà, ils cherchent des entreprises engagées. Donc, c'est sûr que, en tout cas, dans les jeunes générations, c'est quelque chose, c'est un critère vraiment très important. Très important. Ouais. Alors, il y a eu un article là dans Le Monde qui parlait justement de ces jeunes diplômés de grandes écoles. Et ils expliquaient en fait que ils ne cherchaient plus, en fait. Tu sais, cette fameuse quête de sens que beaucoup de personnes cherchaient et que désormais, ils se rendaient bien compte qu'ils privilégiaient un peu plus les avantages sociaux et une qualité de vie au détriment, en fait, de la mission de l'entreprise. Et donc, au final, elle travaillait beaucoup moins dans les sociétés à mission et dans les sociétés, dans les startups et se dirigeait davantage vers les grands groupes et les grandes entreprises. Alors, c'est un revirement de bouée parce que ça m'intéressera, mais de voir l'article parce que. Je mettrai l'article en description, justement. Même si Le Monde, il faut être abonné pour le lire, mais je te l'enverrai. Ouais. Je vois bien aussi, parce qu'après, il y a le sujet. Alors, on parle des grandes écoles, mais des écoles, mais de collectifs étudiants qui disent, en fait, il faut que dans nos écoles, on traite, par exemple, si on est une école d'ingé, aussi bien des sujets de mécanique quantique que le sujet climat. Voilà. Ouais. Que ça soit introduit sur les bancs des écoles, que ça soit valorisé comme d'autres matières. On voit qu'il y a aussi des collectifs qui se montent, qui disent nous, on ne veut plus travailler pour des entreprises qui continuent de dérégler le climat. C'est pour ça que moi, je vois, alors je suis peut-être déformé par ça, mais je vois aussi il y a beaucoup de futurs diplômés ou jeunes diplômés qui veulent travailler dans des entreprises soit qui sont vertueuses ou soit qui embarquent des chemins de transition ou être des acteurs de transition. Ouais. On voit que le sujet du salaire, bien sûr, on a tous besoin de payer nos factures et de vivre. Mais on voit que c'est plus le critère, on va dire, majoritaire. C'est pour ça que l'article que tu me décris, il va plus, il prend le contre-pied. Alors peut-être est-ce que là, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'économiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis, depuis la Covid. Depuis la Covid. Donc, alors l'article disait aussi un truc important, je pense, et que notamment sur la question des startups. Et tu vas me dire justement si ça avait été une problématique chez toi, mais c'est très peu organisé. En vérité, les startups sont très peu organisées, notamment en fait au niveau RH.
les jeunes diplômés ou les jeunes professionnels ne veulent pas être laissés, en fait, en gros, tout seuls, sans responsable au sein d'une startup. Ils n'ont pas envie ils veulent plutôt, en fait, un cadre. Ça, c'est la première chose qu'ils disaient. Puis la seconde chose, c'était aussi, en fait, sur la quantité de travail. C'est vrai que quand une startup se monte, il y a besoin, en fait, de beaucoup, beaucoup d'engagement et beaucoup d'heures de travail, et que les jeunes diplômés n'avaient plus trop envie de ça. Alors ça, c'est vrai de ce que tu évoques, c'est-à-dire que sur la partie RH, en fonction de ton stade de développement, bah, ça fait partie des sujets de structuration d'une entreprise. Donc forcément, au début, tu fais avec les moyens du bord. Puis après, plus tu es nombreux, bah, plus les RH sont importants puisqu'il y a des grandes attentes. Et voilà. Et c'est un peu le principe de création d'entreprise qui se développe, qui se structure. Voilà. C'est vrai que les startups ou les entreprises en création, bref, bah oui, c'est sûr qu'il y a un modèle nouveau. Il faut trouver aussi sa place. Voilà, au début, il y a beaucoup d'investissements. Donc, c'est sûr qu'on demande une implication qui est grande. Ouais. Donc ça, oui, c'est un fait. Alors, je ne sais pas, en fait, si tu as écouté, et j'espère que tu as écouté tous les épisodes du podcast de Nouveau Récit, mais en tout cas, j'ai eu la chance d'interviewer, et ça avait été diffusé la semaine dernière, un épisode avec une personnalité qui est assez incroyable, qui s'appelle Antoine Basquira. Il avait monté une entreprise qui s'appelle Early Metrics et qui a la particularité de noter les startups. Tu vois, c'est un peu la startup qui note les startups. Et donc, je lui ai posé une question, c'était de savoir si une startup en hypercroissance pouvait être, en fait, à impact. Tu vois, parce que on voit les limites que l'hypercroissance peut générer. Et il s'avère que Écoterie se définit comme une scale-up, en fait. Ouais, oui. Est-ce que c'est... au final, la conversation était vraiment très intéressante parce qu'on s'est dit oui, déjà parce qu'on a envie qu'une société qui fait du bien le fasse de manière, en fait, à plus large échelle. Et puis ensuite, probablement que le modèle qui a été développé, et c'est tout le sujet de ce podcast-là, c'est de savoir si Écoterie a développé un modèle qui lui permet de d'essaimer largement tout en continuant à avoir un impact positif et par la mission et par la manière dont elle le livre, parce que c'est ça aussi qui est important. Et je reviens sur le label B Corp, et qui est censé témoigner aussi, en fait, de la façon de la façon de faire. Ouais. Non, c'est très intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête tous les jours. Est-ce que on privilégie pas l'hypercroissance au détriment de l'humain? Voilà. Comment on combine les deux, puisqu'on reste une entreprise, on doit être viable économiquement. Voilà, donc on doit prendre en considération tout ça. Donc c'est tous les jours, en fait, il faut avoir tous ces paramètres dans l'équation. Et alors, vous êtes viable économiquement? Économiquement, on vise justement de être rentable. Vous l'avez été, vous ne l'êtes plus? Exactement, puisque justement dans notre mission ou dans notre façon de faire, on voit qu'il y a le capital naturel, le capital humain et le capital financier. Donc, on veut combiner les trois. Donc, c'est pour ça qu'on a opéré une levée de fonds l'année dernière, parce que on avait misé sur le capital humain pour assurer le capital naturel de nos projets. Absolument, voilà. Ouais, je vois. Donc, en fait, on était... Et ça, sans mise de départ, d'ailleurs, vous avez eu une première levée de fonds quand vous êtes sorti en 2016? Voilà, alors, au début, non, mais c'était... nous, on a investi de notre poche et avait trouvé, voilà, on va dire, des business angels. Mais donc, en gros, donc, dans ce sujet-là, on a déjà été plusieurs fois à l'équilibre de l'entreprise. C'est que là, on a dit, on pense qu'on peut essayer de faire encore plus et mieux. Mais pour ça, il faut une équipe. Et voilà, et c'est pour ça que, du coup, on a investi sur du capital humain. Oui, parce qu'il faut les planter, les arbres. Et il faut les planter. Et puis même, tu vois, il y a des équipes dans les bureaux. Ouais. Donc, il y a des salaires à payer, voilà. Ouais, ce qui m'amène en fait à dire que quand vous menez des projets de gestion forestière, et notamment quand vous achetez des parcelles, oui. Il faut des mises de départ quand même relativement conséquentes. Exactement, c'est pour ça qu'on a toujours un modèle de financement qui est mixte, c'est-à-dire qu'on met un apport et on fait des prêts. D'accord, ok, très bien. Donc comme un projet foncier classique. Et puis, une fois que vous avez une parcelle, vous commercialisez cette parcelle-là auprès des organisations et des particuliers. Exactement. Et après, on rembourse le prêt. Le truc, en fait, qui est assez étonnant, et je pense qu'on va probablement finir par ça, c'est celui que l'on évoque depuis le début, c'est celui du temps long. Tu l'as expliqué,
les contributeurs à Écoterie, donc les clients, Oui. ne sont pas forcément en fait les bénéficiaires. Non. Donc ça signifie euh, que tu as un particulier qui va mettre des sous, qui va acheter un arbre, qui sera propriétaire de son arbre. L'arbre sera planté, il va grandir, mais un arbre, avant qu'il ne soit prélevé pour devenir soit en bois de charpente ou n'importe quoi d'autre, il met quand même en fait un sacré bout de temps. Exactement. Donc, il faut avoir une vision. En fait, il faut accepter le temps de la forêt. Ouais. On reste sur de la forêt et de l'arbre. Donc, nos clients, ils l'ont bien compris. Hein. Et c'est pour ça qu'ils agissent en conséquence, en connaissance de cause. Ouais. Puisqu'en fait, ils font finalement ce qui est un peu appliqué à la forêt depuis des centaines d'années. On sait bien qu'on agit aussi pour les générations futures. On constitue un patrimoine naturel qui demain produira des fruits, des enfants, petits-enfants et autres. Ouais. De toute façon, ça on peut pas l'écarter. Ouais. Donc c'est plus éduquer les gens à ça et qui ont bien compris et qui acceptent et se dire voilà, j'investis durablement. Et donc ça signifie également, et j'imagine que c'est le modèle que vous avez défini, c'est l'existence même des coteries en fait qui se voient exister, perdurer, se développer à très long terme. D'une part en fait pour exister le plus longtemps parce qu'on a envie de livrer sa mission le plus longtemps possible. Mais aussi, j'imagine, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà le cas, parce que est-ce que vous avez déjà, depuis la création des coteries, fait des premiers prélevements? Est-ce que vous avez déjà commencé en fait à rétribuer un petit peu les particuliers? Ouais, on a déjà fait. Ouais. Et c'est quoi? C'est pareil, c'est du local. Vous travaillez en fait avec des toujours en local, circuit court. Voilà. Ouais. Sur quel genre de produit Alors comment le bois en fait lorsque vous prélevez? Le bois, on va travailler avec des partenaires locaux qui vont être des scieries ou autres, avec cette volonté que ce scieur ou autre puisse le transformer. On a ce souci nous dans ce cahier des charges, c'est-à-dire comment il va être transformé, à quoi il va être destiné, et avec ce sujet justement, on veut éviter qu'il soit exporté derrière. Ouais, d'accord. Et j'imagine même en fait éviter d'importer un certain nombre d'essences de bois. Donc ça veut dire aussi éduquer les commanditaires. Alors après, nous, on n'est pas maître de l'importation. Oui. Nous, on est maître de ce qui sort de nos forêts, la qualité du bois et l'usage qui peut en être fait, ou l'acteur qui peut l'acheter. D'où les partenariats, parce que l'importateur, on va dire, c'est l'industrie qui décide. Mais qui utilise du bois et qui fait des commandes de bois. Mais c'est avec les questions que l'on se posait, notamment sur les stratégies qui sont mises en place par vos clients. Tu pourras peut-être évoquer quelques noms, mais je sais pas, en fait, imaginons en fait un acteur du BTP. Le BTP, ça produit quand même un sacré paquet de CO2. Vous avez des clients en fait dans ce secteur d'activité ou Bien pas? sûr, dans tous les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité du BTP, donc va construire, je sais pas, en fait, des maisons, des logements collectifs. Est-ce qu'à un moment donné, en fait, on se dira, on va privilégier par exemple l'usage du bois? Et est-ce que dans l'usage du bois, en fait, on va privilégier des forêts françaises? Et est-ce que dans les forêts françaises, on va privilégier du bois en fait qui a été géré durablement par Écoterie? Est-ce qu'on va aujourd'hui jusque-là ou Alors, on pourrait retourner à un autre podcast, mais en fait, c'est un sujet de filière. Donc nous, on est un acteur de la filière bois et forêt. Bien sûr que on suit et on participe justement à tout ce sujet de filière de comment utiliser cette ressource bois qui pousse dans nos forêts. Alors, on voit que c'est plus complexe que ça. Bien sûr, c'est un sujet d'avenir, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place justement pour le secteur de la construction pour qu'il puisse avoir cette ressource bois intégralement, en quantité et en qualité sur nos forêts françaises. Ouais, voilà. Parce qu'on voit, c'est un peu comme en agriculture. C'est un sujet de transition, mais on voit que déjà, ce qui est bon, c'est qu'on reparle, on développe de plus en plus la construction bois. Après, sur cette construction bois, c'est quel type d'arbres, d'essences, où où ces arbres ont été gérés, plantés, voilà. C'est un sujet de filière, donc c'est un gros dossier. C'est un dossier sur lequel vous n'êtes pas forcément engagé, mais qui fait partie de vos réflexions. Dans lequel on est contributeur comme un acteur de filière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la filière bois, aujourd'hui, c'est 450 000 emplois. Voilà. C'est énorme. C'est plus gros que l'industrie automobile.
Ouais. Voilà, c'est un sujet de filière, un sujet d'avenir. Donc, c'est un sujet qui va concerner aussi bien les décisions politiques que cette filière qui doit s'organiser ou se réorganiser pour se dire, bah, OK, on va vers plus de construction bois avec tel type de bois. Mais est-ce que à toutes les étapes ou tous les maillons de cette filière, on a cette capacité à transformer ce bois? Voilà. Quand on est une société, en fait, une entreprise à impact, et que, alors pour le coup, l'impact est aussi, et on l'a bien ciblé avec cette émission-là, sur la régénération de la forêt, sur la diminution de notre empreinte carbone, sur la gestion en fait de nos écosystèmes et sur la préservation de la biodiversité. Eh ben, il y a aussi en fait le volet politique et le volet filière. Mmh. C'est comment en fait un acteur qui essaie de conscientiser un certain nombre d'organisations, d'institutions ou de responsables politiques se dit ah tiens, je vais essayer de mettre mon grain de sel pour essayer d'enclencher en fait un mouvement justement un peu plus vertueux, et donc de générer aussi des décisions qui iront favoriser de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles en France, et là spécifiquement sur le domaine et sur le secteur de la sylviculture. Ouais, après, nous, on est plus sur l'amont forêt de cette filière, puisque on gère durablement des forêts. Et là, le sujet après de comment c'est utilisé, transformé, c'est un sujet aval. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est un sujet de filière, mais nous, ça nous passionne. Mais si tu veux, encore une fois, il y a plein d'acteurs entre l'amont et l'aval. Il y a plein d'interpros, de syndicats. Il y a, voilà, il y a une approche tentaculaire, nationale, européenne, bref. Voilà. C'est un vrai... Et sur laquelle, en fait, vous n'êtes pas forcément engagé ou si, des discussions. On a des discussions, mais encore une fois, il y a 450 000 personnes. Ouais. Voilà. On est un maillon de l'amont, mais on n'est pas. Donc, on participe à ces sujets de filière. Ouais. Mais on voit bien que c'est un sujet de filière qui concerne 450 000 emplois. Et en plus de ça, il y a des sujets où dans la construction, c'est quel type de ville on veut pour demain. C'est un vaste sujet. C'est énorme. En bout de chaîne, il faut loger, il faut construire. Donc, bien sûr, il y a ces réflexions. Et on voit qu'il y a des choses qui bougent énormément sur le fait de réintroduire le bois dans la construction, d'en mettre plus. On voit que ça a plein de vertus. Et il faut organiser après ça pour se dire, est-ce qu'on en veut plus? Est-ce qu'on est en capacité d'en faire plus? Voilà. Et comment tu vois Écoterie dans 10 ans? Écoterie dans 10 ans, déjà en 2026. Non, mais c'est de se dire d'être cette logique d'être en Europe, leader européen, du coup, des solutions fondées sur la nature, avec plus de projets développés en Europe, en France et en Europe. Voilà. Très bien, c'est tout ce que je souhaite à Écoterie. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que nous souhaitons de tous collectivement. Très bien. Merci Baudouin. Merci Fouad. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser, ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, eh bien faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.